Ici Europe 16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. 1. Historiquement vôtre. Tous les jours des 16h, historiquement vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter. Elle nous raconte des histoires à coucher dehors. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Aujourd'hui, Clémentine, lui, couchait dehors aussi. Vous nous racontez un Napoléon qu'on connaît moins, mais que vous connaissez bien. Ah bah oui, c'est la thématique Napoléon au camping, car les vacances approchent. Stéphane, vous avez fait du camping dans votre jeunesse ça m'est un peu? arrivé, oui. J'étais au scout, donc forcément. Voilà. Et on cherchait les sardines partout, et les tentes pesaient des tonnes. Moi, je me souviens avoir été des route sacs de couchage, en Grèce, ça prenait l'humidité. Enfin, tout ça a tellement progressé. Moi, j'ai toujours une pensée pour nos aïeux de la Grande Armée qui n'avaient rien d'imperméable. En tout cas, c'était le cas de Napoléon. Il a été en déplacement la plus grande partie de sa vie, et donc il a dû pratiquer abondamment la vie des camps. Alors au début, il s'est probablement contenté de campements très rudimentaires. Quand il est capitaine au siège de Toulon, il n'a pas le temps, puis il n'est pas assez gradé pour avoir une tente, donc il doit loger dans une tranchée, couvert de son petit manteau. Il a froid, mais ses exploits ne se sont pas encore accomplis. Au cours de la première campagne d'Italie, soit il loge dans des châteaux, donc là c'est plutôt le confort. Sinon, la tente de base des officiers de la Grande Armée, c'est une vaste tente carrée. On en a de nombreuses gravures qui le représentent assis à une table en train de travailler. Pareil dans la campagne d'Égypte. Là, sa tente, tout son matos, c'est hop, à dos de chameau. Et les officiers aussi se mettent à avoir des tentes parce que, évidemment, sur place, en Égypte, des tentes en toile ou en peau, c'est facile à trouver. Après, il commence à avoir des tentes un petit peu plus élaborées, un peu plus confortables, et surtout, il va rapporter d'Égypte une tente d'apparat d'énormes dimensions qui lui est offerte par le sultan Sélim III, le sultan turc, et qui est décrite, figurez-vous, par Victor Hugo dans Chose vue, la tente d'apparat. Celle-là, écrit Hugo, effaçait toutes les autres. De dehors, c'était une tente ordinaire, remarquable seulement par de petites fenêtres dans la toile, 3 fenêtres de chaque côté ourlées de cordes. On y entrait. C'était superbe. On était comme dans un immense coffret de brocart d'or. Sur ce brocart, des fleurs et 1000 caprices d'ornements. Quand on regardait de près les cordes des fenêtres, c'était de la plus magnifique passementerie d'or et d'argent. La chemise de la tente, c'est-à-dire la chemise, je ne vais pas vous décrire la chemise de la tente, elle était en soie, un large ray rouge et bleu. Si j'avais été Napoléon, j'aurais aimé mettre mon lit de fer dans cette tente d'or et de fleurs et y dormir la veille de Wagram, d'Iéna et de Friedland. Donc ça veut donc dire que Napoléon n'y mettait pas son lit. Alors en fait, oui, non, parce qu'en réalité, cette tente d'apparat, c'est pas possible d'emporter ça en campagne, c'est compliqué. La plupart du temps, il a une grande tente en toile rayée avec ses lits de fer démontables, des tables démontables, et cette tente, avec ce lit démontable, on va la retrouver partout, et notamment à Austerlitz, bien sûr. À Boulogne, il a une très grande tente qui est divisée en 3 pièces. C'est quand même assez confortable. Peut-être que là où il a renoué avec ses jeunes années d'inconfort et de camping sommaire, c'est pendant la campagne de Russie, parce que là, on le voit souvent s'endormir au pied d'un arbre il avait un sac de couchage en peau d'ours, enfin en fourrure d'ours. Oui, c'est ça, une sorte de sac de couchage. Et c'est ça. Sinon, il était dans sa dormeuse, une voiture traînée par une dizaine de chevaux. C'est avec sa dormeuse qu'il a quitté Fontainebleau en 1814. Alors, comment dort-il l'empereur? Sous la temple, tenue très simple, bien sûr. Il a un beau pyjama, caleçon de soie, en tout cas, chemise à col rond. Et il s'enveloppe. Alors ça, c'est un peu un mystère. Je ne sais pas si au cours de vos différentes émissions, vous avez entendu l'explication. Et vous savez, il s'entourait la tête d'un madras jaune dont le nœud faisait 4 grosses cornes. Alors pourquoi se protégeait-il la tête la nuit? Est-ce qu'il avait peur que le frottement contre l'oreiller lui fasse perdre ses derniers cheveux? Je sais pas. Et il y a beaucoup de représentations de Napoléon, on le voit chez lui ou avant de dormir avec ce petit truc qui est un petit peu ridicule. Il a un chauffage quand même dans sa tente, un petit brasero devant l'entrée pour faire sa toilette, cuvette, bidet, pot de nuit en vermeil qu'il a laissé à son fils et ses proches. C'est sympa comme héritage. Les gars, je vous laisse mon pot de chambre. Et puis,
l'éclairage des tentes, bien sûr, assuré par des quinquets à mèche. Quel joli mot, un quinquet. C'était un petit peu comme la lampe à pétrole, mais avec une lumière bien plus intense. Le quinquet, ça dégageait la lumière de 6 à 8 bougies. Et puis devant sa tente dormait bien sûr Constant, qui lui s'étend sur une peau de bête, sur des bottes de paille pour assurer la sécurité de l'empereur. Donc Napoléon a pratiqué un camping de jeunesse inconfortable, confortable. Il avait sa bibliothèque de voyage. Et alors la dernière chose, c'est que l'auteur de l'article prétend avoir lu dans certains ouvrages consacrés à Napoléon qu'il était un peu nudiste, autant bien entendu que la mode et les préjugés le permettaient à l'époque. Madame de Rémusat l'affirme que l'empereur n'avait aucun embarras à se montrer tout nu. Il considérait la pudeur comme une tartufferie et à l'île d'Elbe, l'eau bleue toute l'année, le vit au soleil dans le costume d'Adam. Il aimait du reste le nu dans la peinture, la sculpture et la vie. Et oui, voilà, Napoléon, en camping, à poil, se baigne le matin. Et malgré tout, il est quand même mort sur son petit lit, son tout petit lit pliable qu'il avait emmené sur tous les champs de bataille et couvert de la fameuse capote grise d'Austerlitz et du manteau bleu de Marengo. Sic transit Gloria Mundi, plus exactement. Mais ainsi passe la gloire du monde. Merci beaucoup, Clémentine.